Bon, eh ben, bonjour à tous. L'objectif de ce deuxième webinaire est d'être dans la continuité du premier. Euh, le premier avait pour cible de soulever des problématiques dans une discussion ouverte et c'était volontairement déstructuré pour mettre en avant des généralités sur les interventions respectives de chacun, les angles qu'on pouvait utiliser pour les résoudre et les stratégies et les moyens qu'on pouvait mobiliser. Alors, on a vu la question de la gestion du stress mécanique. On en verra les limites pour moi et les erreurs auxquelles ça peut mener. On a encore pu parler des divers modes d'analyse dans la phase fonctionnelle d'une ligamentoplastie, avec des difficultés de récolter des informations pour aider aux prises de décision quotidiennes. Alors, on va voir plusieurs cas de figure pour mettre en avant les moyens complémentaires que je peux utiliser pour élargir ce spectre de l'observance et de la récolte d'informations. On a aussi parlé de la question de la gestion de la douleur en retour au sport, de l'abandon de la règle de la non-douleur, de la gestion de l'effort avec la douleur. Mais où pour moi et la littérature, il faut nuancer entre les pathologies de surcharge, les blessures aiguës, ou encore les activités physiques maximales ou sous-maximales. On a enfin parlé de la question de la prévention des blessures qui fait directement écho avec la question de la prévention des risques de récidive en retour au sport. Et ça renvoie directement à la notion des facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques, à la spécificité de l'activité, aux routines et à l'individualisation. Mais on verra ça surtout dans le webinaire 3. Alors, on va partir du postulat que tout objectif d'un sportif blessé est de reprendre son activité le plus rapidement possible, sans symptomatologie ni risque de récidive. Alors, on est dans la situation où un sportif blessé va se présenter à nous, quel que soit son niveau, de récréatif à sportif de haut niveau. Cela pourrait être un sportif qui émet une plainte sans pour autant avoir arrêté son activité, sans pour autant être indisponible. On peut avoir un sportif qui vient avec une prescription médicale, qui demande donc une attention médicale et qui, là encore, peut continuer son activité ou avoir été mis au repos. Alors, on a ensuite deux types de blessures qu'il faut bien distinguer et où il y aura des stratégies spécifiques de prise en charge en fonction que ce soit de type aigu ou de type progressif. Alors, on verra trois cas cliniques. Un premier avec un syndrome de la bandelette iliotibiale chez un sportif amateur sous une prescription médicale, mais qui n'a pas arrêté son activité. Un deuxième cas clinique, ce sera des post-op de ligamentaux croisés avec trois patients différents, un qui sera en phase fonctionnelle, un autre en phase de réathlétisation et un autre en phase de retour au sport. Et enfin, un troisième cas clinique sur une lésion musculaire des ischio-jambiers de grade 2 chez un footballeur amateur. Alors oui, j'utilise le mot lésion musculaire, on peut parler de lésion myoconjonctive, mais on va parler simplement pour que tout le monde comprenne, y compris quand on parle à des sportifs amateurs, on ne va pas parler de lésion myoconjonctive. Alors, j'ai fait un choix de parler exclusivement que de sportifs amateurs pour une meilleure transposition au cabinet, mais pour moi, il n'y a aucune différence dans les stratégies de prise en charge, les analyses ou encore les prises de décision. Il ne faut surtout pas imaginer que cela soit différent en fonction du niveau. La réflexion est strictement identique. Seule l'exigence diffère, mais évidemment, pour ceux qui le désirent, on pourra parler de sportifs de haut niveau, même si on va détailler à la fin de ce webinaire deux cas de sportifs de haut niveau si on a le temps, si les questions ouvertes nous laissent le temps de parler de ces cas. Alors, le premier cas clinique, qui correspond à une patiente que je côtoyais au sport et qui me fait part d'une douleur de survenue progressive depuis quelques semaines. Et cette douleur apparaît de façon aléatoire en fonction de ses activités physiques et je la dirige vers le médecin qui diagnostique un syndrome de la bandelette iliotibiale.
Alors, ma prise en charge au cabinet va débuter par un... Alors, on va aller un tout peu plus dans le détail sur la première étape. Alors, la mobilisation de savoir, on va faire appel à nos références scientifiques, à la veille qu'on peut effectuer ou encore à des compléments de recherche si on bloque sur un point. Pour l'interrogatoire, le processus de raisonnement clinique donne précisément le détail. La première partie consiste à identifier les indices, les problèmes liés aux patients sportifs, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sociaux, ou encore ceux liés au contexte, une récidive par exemple. Il s'agit d'interroger, d'observer, d'examiner le patient, d'analyser le patient. Alors après l'interrogatoire, on fait l'examen clinique physique du patient. Donc là, évidemment, il faut avoir conscience de toutes les limites que ça peut impliquer. Alors après les bilans, vient ensuite donc les tests morphostatiques et dynamiques, avec là encore les limites que ça implique. Voilà, du coup, je filme les patients, j'ai ma petite batterie de tests. Alors en fin de bilan, ça je trouve que c'est très important, je refais une synthèse. Là on est de tous ces éléments pour que cela soit bien clair pour le patient. Alors lorsque je fais mes premières analyses, là donc la personne a suivi sur l'application et elle arrive au cabinet, des fois même je regarde dans la semaine, je jette un coup d'œil et j'ai analysé les données, ça me prend franchement, je sais pas, 3 minutes et demie, quoi. Voilà, ce qui est super important, c'est que si on se cantonne d'analyser les intensités moyennes, c'est-à-dire l'effort de la séance, c'est super si on a des séances continues et sous-maximales, c'est-à-dire du trail. Mais si on commence à inclure du travail intermittent sous-maximal dans l'entraînement et qu'on ne prend pas les hautes intensités, eh bien là, on va avoir un problème majeur parce que on loupe une grosse partie du spectre. Et là, cette sportive donc fait du RPM et du body pump qui sont des sports intermittents maximaux. Si j'ai pas la notion de haute intensité en même temps que l'intensité moyenne et que les durées, là je pense que ça peut vous paraître un peu flou, mais on verra chez un footeux, ça sera plus prononcé. Mais c'est très important d'avoir les hautes intensités.